1er octobre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Sport, football, tirage au sort ce soir du championnat d'Afrique des Nations. L'Algérie, pays hôte de cette 7e édition. La cérémonie du tirage se déroule en ce moment même à l'Opéra d'Alger. On rejoindra notre envoyé spécial Khadija Khadawi. Situation sécuritaire instable au Burkina Faso. Ibrahim Traoré prend les rênes du pays après un limogeage en force du lieutenant-colonel Damiba, accusé d'avoir opéré des choix hasardeux. Un calme précaire est de retour sur la capitale Ouaga. Énergie en Europe, Gazprom suspend ses livraisons à l'italien Eni en raison d'un problème en Autriche. Au moment où le gazoduc Grèce-Bulgarie entre en service, les détails dans ce journal. Présidentielle au Brésil, plus que quelques heures avant le premier tour, la tension est palpable. Lula est largement en tête dans les sondages. Et on entame ce journal avec du sport. Priorité au direct, direction l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, où nous attend notre envoyé spécial, Khadija Khadawi, sur le tapis rouge pour parler du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux qu'abritera l'Algérie en janvier 2023. Khadija, bonsoir. Comment se passe cette cérémonie qui compte des invités de marque, n'est-ce pas? Et est-ce que le tirage au sort a déjà débuté? Bonsoir Fatma, nous sommes à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, pour assister à la cérémonie du tirage au sort des championnats d'Afrique ou du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février. Le tirage au sort débutera dans quelques instants avec la présence du président de la Confédération algérienne, Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, ainsi que plusieurs personnalités sportives algériennes et africaine, à l'instar de Dakhdar Belloumi et Rabah Majer, Abdelmoumen Djabou, et la star congolaise Kidiaba, qui a déjà remporté cette compétition, la première édition de cette compétition en 2009, et bien sûr, sans oublier le sélectionneur de l'Algérie, de l'équipe algérienne locale, Medjid Bougra, et son staff technique. Il est à rappeler que pour la première fois, 18 nations prendront part à la compétition prévue début janvier prochain. Les 18 nations seront répartis en 5 groupes, 3 groupes de 4 et 2 groupes de 3. Les 2 premiers des groupes de 4 et les 2 premiers des groupes de 3 vont se qualifier pour les quarts. Donc après la réussite des Jeux méditerranéens en 2022, l'Algérie mise beaucoup sur cette compétition, le CHAN, pour justement prouver qu'elle possède tous les atouts pour organiser une compétition continentale et africaine. Merci Khadija Khadawi, vous étiez en direct avec nous depuis l'Opéra d'Alger. On reviendra sur le sujet en fin de journal si actualité il y a. Place à présent à l'actualité dans le monde. C'est désormais officiel. Un nouveau coup de force militaire est venu secouer le Burkina Faso. Hier soir, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la mise à l'écart de Paul-Henri Sandaogo Damiba, la dissolution du gouvernement et la suspension de la Constitution, ainsi que la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu de 21h à 5h a également été mis en place. Le point avec Tinhinan Makassi. Tous les scénarios ont été envisagés par les observateurs, les journalistes et autres spécialistes en politique internationale. Finalement, peu avant 22h, le capitaine Ibrahim Traoré a entériné le pire d'entre eux. Il est bien question d'un coup de force militaire. Ce 30 septembre fut sans doute la journée de la rumeur au Burkina Faso, jusqu'à l'apparition d'un groupe de militaires à la télévision annonçant l'évincement de Paul-Henri Damiba de son poste de président de la transition et la dissolution de son gouvernement. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour.
Ce nouveau coup de force militaire, le deuxième en 8 mois, installe un climat d'incertitude politique, laissant paraître les profondes divisions au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina Faso. La principale étant le choix des partenaires sécuritaires. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. D'ailleurs, les politiques sécuritaires du désormais ex-président de la transition, qui n'a pour l'heure toujours pas remis sa démission officiellement, sont remises en cause non seulement par son propre mouvement, mais aussi par les populations, en raison notamment de la récurrence des attaques terroristes. Autre point de discorde concernant la sécurité, les choix des partenaires de Damiba, ayant orienté les siens vers l'Hexagone. Une orientation qui n'est pas du goût des autres membres du mouvement. Le MPCR qui réaffirme vouloir poursuivre la feuille de route tracée en janvier déjà, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité du territoire burkinabé. Mais qui est le capitaine Ibrahim Traoré qui avait déposé le mois de janvier dernier Marc Christian Kaboré en faveur de l'un de ses proches, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Traoré et Damiba étaient d'ailleurs les instigateurs du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui a conduit Damiba au pouvoir. Portrait signé Mohamed Amina Berkane. Sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité. Brut de botte sur brut de botte. Le Burkina Faso est empêtré dans une interminable crise politique. 8 mois après la chute de Marc Christian Kaboré, remplacé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est au tour du capitaine Ibrahim Traoré de prendre les rênes du pouvoir à seulement 34 ans. Membre du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, Ibrahim Traoré, aidé par son groupe de militaires, avait fait le ménage le 24 janvier en déchoyant Kaboré au profit du lieutenant-colonel Damiba. Ibrahim Traoré, jeune capitaine qui était jusque-là commandant du régiment d'artillerie de Kaya, la première région militaire située à une centaine de kilomètres au nord de la capitale burkinabé, nommé à ce poste par Damiba en mars 2022. C'est en janvier 2020, alors que Rochemar Kaboré venait d'entamer son second mandat, qu'Ibrahim Traoré a procédé à son isolement tout en l'obligeant à rendre sa démission le 24 janvier. Raison invoquée, une situation sécuritaire de plus en plus délicate dans le pays sera créée par la suite le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui devient plus tard président du Burkina Faso suite à la signature de la charte de la transition. La situation sécuritaire sous Damiba ne s'est pas améliorée après 8 mois de gestion. Les attaques terroristes se sont multipliées et sont devenues quasi quotidiennes avec son lot de victimes et des pertes considérables en vies humaines, tant du côté de l'armée que des civils. La restauration de l'intégrité territoriale. Une transition toute faite pour que Ibrahim Traoré puisse agir et isoler Damiba à son tour. Il accuse d'avoir opéré des choix hasardeux qui ont progressivement affaibli le système sécuritaire du pays. Selon les chiffres officiels évoqués par les anciennes autorités, plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État. La communauté internationale réagit face à la situation au Burkina Faso. Plusieurs pays et institutions ont qualifié l'opération en cours de coup de force, rejetant le changement non constitutionnel. Amin Touta. Une deuxième tentative de coup de force au Burkina Faso qui a suscité une vaste réaction internationale. L'Union africaine et son président de commission, Moussa Faki, a condamné sans équivoque la deuxième prise de pouvoir par la force dans le pays par les militaires, exprimant sa vive préoccupation de tels changements et appelant à un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Sur le plan continental, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et dont le Burkina Faso est suspendu depuis le mois de janvier, a jugé ce nouveau coup de force inopportun, en dépit des efforts menés pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vive réaction à l'international aussi, l'Union européenne a appelé au respect des engagements pour le retour à l'ordre. Pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ce coup de force met en danger les efforts d'encadrement de la transition.
Et dans la foulée, la diplomatie française a démenti toute implication dans les événements en cours au Burkina Faso. Pour rappel, une nouvelle composante militaire a suspendu dans la soirée du vendredi 30 septembre la Constitution et dissout le gouvernement et l'Assemblée au Burkina Faso, sans se prononcer sur la transition conclue en vertu d'un accord avec la communauté CEDEAO et qui prévoyait un retour au pouvoir des civils en 2024. Idéal commun. Palestine, 26 violations contre les journalistes palestiniens au total ont été commises par les forces d'occupation sionistes durant le mois de septembre dernier. Dans son rapport mensuel sur les violations sionistes contre les médias, l'agence palestinienne de presse Wafa a fait état de 11 journalistes blessés par balles réelles, par du gaz lacrymogène et lors d'agressions avec l'armée de l'occupation. 13 autres journalistes ont été arrêtés par les forces de l'occupation durant le même mois. Rencontre entre l'ambassadrice américaine au Liban, Dorothy Shea, et le président libanais Michel Aoun au palais présidentiel à Bagdad pour lui remettre une lettre du médiateur américain Amos Hochstein. Cette lettre porte sur des propositions relatives à la démarcation de la frontière maritime avec l'entité sioniste. Aucun des deux bureaux n'a donné d'informations sur le contenu des propositions pour l'heure. Conseil de sécurité de l'ONU, l'adhésion de deux républiques, Lougansk et Donetsk, et de deux régions, Zaporizhia et Kherson, ont été l'objet d'un vote d'une résolution. La Russie utilise son veto, la Chine, l'Inde, le Brésil et le Gabon s'abstiennent. Safwan Ben Sabri. Sans surprise, la Russie a utilisé son veto contre l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant l'annexion des 4 régions est de l'Ukraine. Le projet de résolution soumis à l'initiative des États-Unis et de l'Albanie appelait tous les États à ne pas reconnaître, je cite, la pseudo-annexion des 4 régions par la Russie. Mis à part le veto russe, la résolution a recueilli 10 votes en faveur et 4 abstentions, la Chine, l'Inde, le Gabon et le Brésil ayant préféré s'abstenir. La voix de la Chine était particulièrement attendue, à qui l'Occident reproche une certaine accointance avec Moscou. Bien que s'étant abstenu, Pékin a appelé au respect de la souveraineté territoriale selon les principes des Nations Unies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devraient être sauvegardées. Les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies doivent être respectés. Les préoccupations légitimes de toutes les parties en matière de sécurité doivent être prises au sérieux. Suite au vote du Conseil de sécurité, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a déclaré que le vote sera porté à l'Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis souhaitent ainsi mettre en lumière ce qu'ils qualifient d'isolement de la Russie sur la scène internationale. Rien ne garantit cependant un front commun opposé à la Russie. En avril, 93 pays seulement avaient soutenu la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme, contredisant le discours occidental qui présente une Russie au banc des nations. Énergie, le géant du gaz russe Gazprom suspend totalement ses livraisons ce samedi à l'italien Eni. Gazprom évoque l'impossibilité de transporter le gaz à travers l'Autriche. Les exportations de gaz russe vers l'Europe sont en baisse constante depuis le début des sanctions contre la Russie. Eni avait annoncé début mars céder sa part de 50% dans le gazoduc Blue Stream qu'il contrôle à égalité avec Gazprom. Et un peu plus au nord du continent, ce samedi marque le début de l'approvisionnement de la Pologne en gaz norvégien via la mer Baltique. Le Baltic Pipeline, d'une capacité de 10 milliards de mètres cubes par an, est un projet important pour la stratégie polonaise de diversification de ses importations d'énergie et de sevrage du gaz de la Russie. La compagnie polonaise Gaz-System a déclaré sur Twitter qu'il s'agissait d'une journée historique pour le secteur énergétique en Pologne. Et concernant les 4 fuites qui affectent les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, se dit très inquiète. Elle ajoute qu'il s'agit d'un sabotage. Déclaration faite à l'issue d'une réunion bilatérale avec la première ministre britannique Liz Truss à Londres.
Bien sûr qu'il était très important pour moi de souligner que les autorités danoises ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais de quelque chose que quelqu'un avait prévu de faire dans la zone économique en Suède et au Danemark. Nous sommes très préoccupés par la situation de Nord Stream 1 et 2. Il s'agit de sabotage et d'infrastructures critiques. Il s'agit donc d'une situation très grave. Nous ne savons pas encore qui est derrière tout ça. Et nous avons décidé hier de mettre en place une coopération très étroite entre l'Allemagne, la Suède et le Danemark pour enquêter sur ce qui s'est réellement passé. Un gazoduc attendu de longue date commence à acheminer du gaz de l'Azerbaïdjan vers l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, salue une nouvelle ère. Le gazoduc IGB, long de 182 km et reliant la Grèce et la Bulgarie, a été officiellement inauguré en juillet. Il n'est entré en service qu'aujourd'hui. On écoute. His Excellency Mr. Roman Radev, President of the Republic of Bulgaria. His Excellency Mr. Nicolae Ionescu, Prime Minister of Romania, and His Excellency, together with Mrs. Theodora Georgieva and Mr. George. Today, a new era for Bulgaria. Une nouvelle ère commence pour la Bulgarie et le sud-est de l'Europe. La Bulgarie recevait autrefois 80% de son gaz de la Russie. C'était avant que la Russie ne décide de lancer une guerre atroce contre l'Ukraine et une guerre énergétique contre l'Europe. Ce gazoduc change la donne. Cela change la donne pour la Bulgarie et pour la sécurité énergétique de l'Europe. Et il est synonyme de liberté. C'est la liberté de ne pas dépendre du gaz russe. Ici en Bulgarie et dans toute l'Europe, les gens ressentent les conséquences. Mais grâce à des projets comme celui-ci, l'Europe aura suffisamment de gaz pour l'hiver. Europe will have enough gas for the winter. Et puis cette déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan, la Turquie ne ratifiera pas la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN tant que les promesses faites par les deux pays ne seront pas tenues. On écoute. Nous surveillons attentivement si la Suède et la Finlande respectent leur engagement. Bien entendu, c'est notre Assemblée qui prendra la décision finale au nom de notre nation. Nous maintiendrons notre position de principe et déterminés sur cette question jusqu'à ce que les promesses faites à notre pays soient tenues. Élections législatives en Lettonie. Les Lettons ont commencé à voter ce matin pour renouveler leur parlement. Ils sont 1 800 000 d'habitants à se diriger aux urnes. Selon les sondages, 13% d'intentions de vote sont pour le Premier ministre centriste, Kris-Jānis Kariņš. Son parti de la Nouvelle Unité est en passe de l'emporter. Et justement, il a voté ce matin et s'est exprimé en sortant du bureau de vote. On l'écoute. Je pense qu'il est très important que les gens prennent part aux élections. C'est ainsi que la démocratie s'épanouit lorsque le peuple a son mot à dire. Aujourd'hui, le peuple a son mot à dire. Maintenant, les mains des électeurs ont leur avenir entre leurs mains. Je suis prêt à continuer à être le Premier ministre si ce que le peuple dit. Et alors que la Bosnie n'a toujours pas résolu sa crise politique entre divisions ethniques et menaces de séparatisme, au moment où les partis politiques serbes et croates, tout confondus, dénoncent l'idée d'un État citoyen, des élections générales sont prévues demain, 2 octobre. Le point sur la situation avec Imen Merad. Les Bosniens se rendent aux urnes dimanche pour des élections générales dans un climat plutôt tendu. L'entité serbe d'un pays divisé a relancé depuis 1 an la menace de la division, tandis que les nationalistes croates rêvent d'arracher la création d'une 3e entité. Selon Ranko Mavrak, analyste politique basé à Sarajevo, la Bosnie-Herzégovine connaîtrait la plus grave crise politique depuis la signature de l'accord de paix. Jugeant les divisions ethniques profondes un véritable danger pour la survie et l'intégrité de la Bosnie, et selon lui, aucune des parties n'est intéressée par un État entièrement intégré où aucun d'entre eux ne pourrait rester au pouvoir. Les Bosniens désigneront ensemble les 42 députés de la Chambre des représentants du Parlement central, avec des élus serbes orthodoxes, croates catholiques, bosniaques musulmans, ainsi que ceux qui n'appartiennent à aucun des 3 communautés constitutives. Dans les 3 communautés, les chefs politiques se livrent à une surenchère nationaliste pour se maintenir au pouvoir, pendant que tous les habitants qui le peuvent choisissent l'exil face à l'absence de perspectives tant politiques qu'économiques.
Je souhaite vraiment que les gens quittent leurs murs, qu'ils les encadrent et qu'ils ne votent pas pour les gens qui les ont pris au cou, mais qu'ils regardent autour d'eux et qu'ils élisent des gens de qualité qui pourraient peut-être, je dis bien peut-être, apporter des changements. On entend toujours beaucoup de promesses dans la campagne électorale et ensuite on ne voit aucun progrès. Tout ce qu'on voit, c'est que la vie est belle pour ceux qui gouvernent et que nous élisons sur le plan des finances, de la qualité de vie, alors que les gens simples ne voient pas d'effet pour eux-mêmes. Des élections avec un objectif plutôt récurrent, mais aucune des trois communautés n'a la même vision, ce qui a justement engendré l'une des plus graves crises politiques depuis la fin de la guerre, avec des menaces indépendantistes de leaders de l'entité serbe. Autre élection présidentielle, cette fois au Brésil. À moins de 24 heures du premier tour, la tension est palpable. Le président sortant, Jair Bolsonaro, menace de ne pas respecter le verdict des urnes. Son rival, Lula, lui, est largement en tête dans les sondages après une traversée du désert et même un passage en prison. Sohila Kilal. Les deux candidats favoris à l'élection présidentielle brésilienne, Lula et Bolsonaro, jouent leur dernière carte ce samedi à Sao Paulo, à la veille d'un scrutin sous tension. Les derniers chiffres donnaient Lula largement en tête des intentions de vote, avec 14 points d'avance sur Bolsonaro. Je suis confiant que du fait que nous sommes très près de remporter ces élections dès le premier tour. Le dimanche, c'est le jour du vote. Les gens qui sont découragés, des gens qui pensent peut-être ne pas aller voter, à annuler leur vote, à s'abstenir. Ne faites pas ça. Il est donc nécessaire que les gens aillent voter afin que nous puissions réparer le Brésil. La tension a été palpable lors du dernier débat télévisé jeudi soir. Les deux candidats ne se sont pas fait de cadeaux, se traitant tour à tour de menteurs et de corrompus. Jair Bolsonaro a laissé entendre à maintes reprises qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite, invoquant notamment des risques de fraude sans apporter de preuves. La semaine dernière, il affirmait qu'il serait anormal qu'il n'obtienne pas au moins 60% des voix au premier tour. La jeunesse brésilienne est à l'avant des mouvements d'opposition au président d'extrême droite depuis la première année de son mandat. Cette mobilisation se voit dans les chiffres. Plus de 2,1 millions de jeunes âgés de 16 à 17 ans se sont inscrits pour voter dimanche, un saut de 51% par rapport à 2018, dans ce pays où le vote est facultatif pour cette tranche d'âge, mais obligatoire à partir de 18 ans. À 76 ans, Lula se lance à la présidence pour la 6e fois. Ce sera peut-être son dernier combat. Même s'il gagne l'élection, il lui reste à former une coalition des partis au Congrès qui lui permettra de gouverner. Lula devrait donc logiquement se rapprocher des partis du centre qui soutiennent aujourd'hui Jair Bolsonaro. Rupture des relations diplomatiques entre le gouvernement du Nicaragua et les Pays-Bas. Le Nicaragua les accuse d'être interventionnistes en prenant la décision d'annuler le financement de la construction d'un hôpital. Annonce faite par le ministère nicaraguayen des Affaires étrangères. Cette annonce intervient quelques heures après celle du président Daniel Ortega. On l'écoute. Quiconque vient ici pour manquer de respect à notre peuple, à notre patrie, ne doit plus jamais venir au Nicaragua et nous ne voulons pas de relations avec ce gouvernement interventionniste. L'ambassadrice est venue parler aux Nicaraguayens comme si le Nicaragua était une colonie néerlandaise. Et en Afghanistan, le bilan s'alourdit à au moins 35 morts dans l'attentat ayant visé un centre éducatif à Kaboul hier, selon le dernier bilan publié par les Nations Unies. La majorité des victimes sont des filles. Le centre éducatif ciblé par l'attaque prépare des étudiants à leur examen d'entrée à l'université. Et la Corée du Nord lance un 4e tir de missiles balistiques en une semaine. 2 missiles ont été lancés. Les 2 engins ont volé sur une distance d'environ 350 km selon un communiqué du chef d'état-major interarmé sud-coréen. Il qualifie ces tirs de graves provocations, des tirs qui interviennent au lendemain de la tenue d'exercices trilatéraux anti-sous-marins par Séoul, Tokyo et Washington.
Et en France, manifestation des livreurs en 2 roues. Il s'agit de livreurs d'une plateforme de livraison de repas. Ils ont manifesté à vélo ou en scooter à Paris. Ils protestent contre la déconnexion de milliers de comptes de travailleurs identifiés comme frauduleux. Le gouvernement a été interpellé par 3 syndicats engagés dans la défense des travailleurs sans papier des plateformes afin qu'ils révisent une circulaire de 2012 et facilitent leur régularisation administrative. Début septembre, la plateforme de livraison a annoncé avoir déconnecté 2500 comptes identifiés comme frauduleux parmi les quelques 60 000 livreurs actifs en France. Aux États-Unis, ouragan Ian en Floride. Voici des images satellites ayant avant et après le passage de l'ouragan à Fort Myers Beach sur les rives du golfe du Mexique. Un nouveau bilan fait état de 23 morts, la plupart par noyade. Après avoir ravagé la Floride, Ian s'est dirigé vers la Caroline du Sud où il a touché terre près de Georgetown en tant qu'ouragan de catégorie 1. Quelques 75 000 foyers et commerces étaient déjà sans courant hier soir dans cet État américain. Et juste avant de se quitter, on va parler sport. Comme je vous le disais en début de ce journal, le tirage au sort donc pour le CHAN se déroule à l'instant même à l'Opéra d'Alger et l'Algérie qui a officiellement lancé sa candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Voilà, on reviendra sur cette actualité dans nos prochaines éditions pour découvrir les résultats de ce tirage au sort du CHAN. Donc voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. L'actualité continue sur Al24 News, sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouverai le week-end prochain. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.